Mes invités et moi sommes déjà installés sur ce plateau pour se discuter. Le premier sujet concerne ce malaise au niveau de l'UPMB, l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin a été reportée au jeudi 1er septembre prochain. Cet AG était prévu pour le samedi dernier et devrait permettre de renouveler le bureau à la tête de cette association fêtière des journalistes. Ce qui divise principalement les journalistes membres de l'UPMB, c'est bien évidemment la liste électorale qui, selon l'une des parties, n'est pas exhaustive. C'est si Tonouko est avec nous sur ce plateau. Rebonsoir, j'allais dire. Rebonsoir Derrick, nous sommes là et rebonsoir également au plateau et aux chers téléspectateurs. Didier Konou, journaliste, bonsoir. Bonsoir Derrick et bonsoir à tous ceux-là qui sont actuellement devant l'écran. Innocent Godonou, bonsoir. Bonsoir Derrick, bonsoir à tout le plateau et bonsoir chez vous. Et donc, quel est votre point de vue déjà sur cette situation? Vous avez analysé un peu au cours de la semaine écoulée jusqu'à ce jour parce qu'il n'y a pas encore une solution fixe. Ceci dans nos coins, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Nous sommes encore à une autre épreuve de l'Union des professionnels des médias du Bénin. On dirait qu'à chaque renouvellement du bureau, on assiste toujours au presque même scénario de divergence, de division en griffes jusqu'à ce que ça ne se calme d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était quand même normal que nous observions cela au début de l'Union, quand tout est mis en place, il y a toujours des conciliabules et tout ça qui se met. À l'épreuve de ce que nous avions vécu ces derniers jours, c'est tout comme si ça va de mal en pire et que les professionnels des médias ne se respectent même pas quand il s'agit de la vie associative, du moins que le respect de ce que nous considérons comme la trame de l'Union, c'est-à-dire la liste des membres de l'Union, soit l'élément qui divise. Ça prouve que vraiment ceux qui sont à la tête de l'Union ou ceux qui ont contribué à mettre l'Union n'ont pas véritablement fait un travail de fond pour asseoir une base solide au niveau de l'Union. On devrait quand même, après tant d'années de mise en œuvre de cette association, disposer d'une base correcte où on doit pouvoir savoir que tel est membre, tel n'est pas membre, et qu'à un moment donné, s'il y a eu des cas de décès, il y a eu des cas de démission, il y a eu des cas d'abandon ou des cas de démission. Alors, s'il y a ces cas, on actualise la liste, et si on doit faire adhérer de nouveau, il faut que ça soit, selon les tests, une assemblée générale ordinaire qui travaille, statue et à faire adhérer de nouveaux membres, et on connaît qui c'est. Mais aujourd'hui, la bataille est autour de la liste électorale parce qu'on ne sait pas qui. D'autres disent je n'ai pas trouvé mon nom sur la liste. D'autres disent je suis membre depuis, on ne le fait pas. Et le comité d'organisation qui dit qu'il fait recours à la liste de 2019, tout ça. Donc il y a une sorte d'embrouillamini qui ne montre pas une certaine transparence dans la gestion de cette élection et qui vraiment un peu comme le serpent qui se mord la queue, parce que on est tous dans l'union, on doit travailler à ce que l'union soit vraiment une union et non une division. Et étant professionnels des médias, nous avons toujours l'habitude de reprocher cela aux hommes politiques qui ne donnent pas l'exemple, alors que nous-mêmes, notre cour est sale et on ne peut pas non plus demander à l'autre d'avoir une cour propre. Donc il faut que nous puissions laver le linge sale en famille, que nous puissions retourner nos projecteurs vers nous-mêmes pour travailler à ce que nous ayons une sorte de transparence. Une élection, c'est une élection. Et il va falloir que les forces en présence puissent vraiment faire preuve de conscience, faire preuve de pondérance, faire preuve de conscience professionnelle pour arriver à harmoniser tout le monde pour que chacun puisse aller. Tous ceux qui sont membres de l'Union, ils savent qu'ils sont membres de l'Union.
même si depuis lors l'Union n'a pas pu délivrer de carte de membres, mais on sait qu'on travaille et qu'il y a une liste qui reconnaît. Et avant, il y avait l'agenda de la presse qui recensait justement tous les noms des membres de l'Union, et ça s'actualise d'année en année. Mais aujourd'hui, où est passé ça? Est-ce que on n'a pas d'autres repères pour que X ou Y puisse savoir que je suis membre de l'Union? Il ne faudrait pas que au dernier moment, il y ait forcément des couvents qui travaillent sur cette liste et rendent cette liste-là publique pour qu'on soit là où on en est. Aujourd'hui, on parle de 249 membres qui doivent aller aux choses, mais on est plus que ça dans la profession. Donc, on ne peut pas réduire justement cette profession ou cette union-là à 249 membres qui sont en droit d'aller à l'âge électif. Donc, je pense que la copie doit être revue à ce niveau pour que l'harmonie règne à nouveau au sein des professionnels des médias de notre pays. Didier, le linge sale ne s'est pas tout à fait lavé en famille. Les professionnels ou l'Union a exposé tout au public. C'est une élection qui révèle beaucoup de choses parce que Cécile l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on reproche aux politiciens. Nous qui sommes les donneurs de leçons, nous voilà en train d'exposer, excusez de peu, notre anus. Et c'est dommage. Pour moi, cette élection qui est en train d'être préparée, ou cette élection qui vient, révèle quand même que les professionnels des médias, au-delà de tout ce qui se dit sur des plateaux, radio, télé ou ailleurs, ne sont pas exempts de tout reproche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me rappelle que sur ce même plateau, on avait fait un débat par rapport à la liste électorale où les membres de l'opposition craignaient un peu le contenu de la liste et veulent voir clair là-dedans. Lorsque je vais faire le rapprochement ici, je dirais que la presse aujourd'hui est en train de pratiquer deux politiques. La politique de la ruse et de la rage, telle que utilisée ailleurs, ça a pris corps déjà dans la presse. Parce que vous savez très bien que lorsque vous magouez des listes, celui qui est censé aller voter, celui qui a une ancienneté indiscutable vis-à-vis devant tout le monde, aujourd'hui est empêché. Et il ne peut même pas s'exprimer. Par contre, celui qui épouse peut-être votre politique à vous, parce que vous voulez accéder à un poste, vous le positionnez facilement, quelle que soit son ancienneté. Il peut être même dans le métier depuis hier, vous le positionnez parce qu'il vous est favorable. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la ruse, vrai. Mais la rage, déjà, c'est que les deux camps, aujourd'hui, se voient en chien de faïence, de telle enseigne qu'ils ne vont pas tarder à se porter la main. La preuve, la police a déjà intégré ainsi la situation pour que le calme puisse régner. Cela montre clairement que la presse est en train de prendre une tournure dans mon pays. Je ne sais vraiment pas. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à gagner. C'est ce que je me disais jusqu'à ce que je ne constate tout ceci. Mais ils sont en train de mettre en mal l'idée, l'initiative des concepteurs de l'UPMB. Ma foi, ils sont en train de mettre en mal ça parce que ceux-là qui ont initié donc, la création de l'UPMB, au départ, c'était pour faire plaisir aux professionnels des médias et qu'ils se sentent vraiment concernés. Parce qu'on dit souvent la presse est le quatrième au pouvoir. Pour qu'on se donne ce pouvoir nous-mêmes, il faut d'abord qu'on se considère, qu'on se prenne au sérieux. Malheureusement, cette élection est en train de révéler, je ne sais pas comment ça s'est passé par le passé, mais je dis cette élection est en train de montrer beaucoup de déchets et c'est dommage pour les professionnels des médias. Il va falloir quand même que les deux camps, aussi bien le camp Zakiat que celui de Meouénou, je crois bien Josué, puissent déposer et mettre la balle à terre, qu'ils pensent beaucoup plus à ce qu'ils veulent faire aux professionnels plutôt que à leur intérêt personnel, le moi. Ils sont en train beaucoup plus d'exposer le moi. C'est dommage. Je crois qu'au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer quand même dans les échanges, on pourra davantage toucher les points sensibles qui sont en train de faire pour qu'on soit assis. C'est-à-dire qu'on soit face à une telle situation, pour moi, désobligeante. Oui, ben, tout ce qui s'entend, tout ce qui s'écoute, c'est une grosse déception. Parce que cette instance fêtière qui devrait forcément défendre les intérêts des uns et des autres, en tout cas des professionnels des médias,
en train de révéler un dysfonctionnement qu'on ne doit pas mesurer ou analyser à l'étape actuelle, puisque c'est l'aboutissement d'un processus. Et ceci disait que les cartes de demande ne sont pas délivrées à temps. Donc il y a un problème d'abord au niveau du fonctionnement du bureau exécutif national qui devrait pouvoir mettre tout en œuvre pour avoir un bilan vraiment satisfaisant. Et tout ceci, le couronnement de ce dysfonctionnement-là avec la crise qui est née par rapport à cette liste, la confession de cette liste électorale prouve que réellement, en tout cas, la 6e mandature désormais est créditée d'un bilan peut-être désastreux. Et cela ne va pas surtout à l'avantage du bureau sortant, parce que le bureau sortant doit pouvoir présenter un bilan, et c'est par rapport à ce bilan-là qu'on va pouvoir leur replacer confiance pour tout ce qu'ils ont fait. Vous savez, il y a une expression ou une citation qui dit l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Pour l'organisation, pour la réussite d'une élection, il faut que les règles du jeu soient claires pour que chaque acteur impliqué dans ce processus électoral puisse savoir à quel sein se vouer et quelle est alors leur partition à jouer. Et si déjà les gens commencent pas à contester, vu que les anciens, où il y a des professionnels qui étaient déjà dans le système mais qui n'ont pas été validés, au fait leur liste n'a pas été validée ou leur droit de participation n'a pas été validé, ça reste un problème. Et vous savez, en tant que faiseur d'opinion et en tant que, je peux encore dire d'une manière ou d'une autre, leader d'opinion, on devrait pouvoir donner le bon exemple. Et comme longtemps on a fustigé les mauvaises habitudes, ou sur le plan politique, on voit des tripatouillages qui naissent. Et voilà aussi ces tripatouillages qui apparaissent aussi au niveau des hommes de presse. Je pense que les deux camps doivent pouvoir prendre conscience de cette situation qui prévaut et surtout se mettre ensemble pour fumer le calumet de la paix. Et parce que l'UPMB étant une instance fêtière qui défend les intérêts de cette corporation-là, le travail du journaliste, c'est un travail très noble. Et avec ces déchirements, on ne pourra pas se concentrer sur l'objectif qui est, comme Didier le dit, le 4e pouvoir, qui doit aussi aider les 3 autres pouvoirs, l'exécutif, le législatif et puis aussi le judiciaire pour la réussite des objectifs. Parce que c'est ensemble nous allons construire ce pays et on a forcément aussi besoin de la participation des journalistes, des professionnels de médias pour réussir cette mission. Mais avant de réussir cette mission, il faut déjà qu'ils s'accordent les violons pour la réussite de ces élections qui se profilent à l'horizon. Ceci, il y a cette prise de position du comité d'organisation à la faveur de la présidente en fin de mandat qui a été fustigé par un camp, le camp Fortuné Sosa, qui dit que le comité d'organisation a pris parti à la faveur de cette-là qui est en train de partir. Oui, c'est de bonne guerre. Quand il s'agit d'élections, chacun trouve les moyens qu'il faut pour soit se maintenir ou soit arracher le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est plus profond et qu'il faut déplorer ici, c'est le respect des tests. Est-ce que l'Union n'est pas régie par des statuts, règlements intérieurs? Est-ce que l'Union n'a pas des procédures pour organiser les élections? Le comité d'organisation, comment est-ce qu'il est constitué? Ça, c'est déjà le premier point. Alors, quelle est la mission du comité d'organisation? Est-ce que c'est de rester partisan ou de rester neutre? C'est aussi ça, les questions qu'il faut élucider. Alors, lorsqu'on se réfère aux tests qui régissent l'organisation, qui régissent l'Union, le comité d'organisation est au-dessus des candidats, donc ne peut pas prendre parti ou faire cause pour tel ou tel parti, donc doit pouvoir forcément jouer une certaine neutralité. Donc ce comité d'organisation qui ne joue pas son rôle et qui prend en fait et cause pour un candidat est un comité d'organisation défaillant et il faut justement le décrier jusqu'à la dernière rigueur parce que c'est ça justement qui
est la source de la cacophonie que nous observons aujourd'hui. Donc, il va falloir que ce comité puisse se reprendre et remonter là-bas et pouvoir régler la question qui se pose. Parce que s'il y a malaise et que c'est ce comité d'organisation qui gère la liste de ceux qui doivent aller aux élections, et si pour un oui ou pour un non, ce comité dénie le droit de vote à des membres de l'Union, je pense que cela doit être réglé et le plus tôt possible pour que le calme revienne dans la maison. Si ce n'est pas fait dans ce sens-là et que on veut toujours tirer le drap d'un côté ou d'un autre pour un camp ou contre un camp, je pense que la bagarre va continuer et ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne image. Donc il faut que le comité d'organisation puisse vraiment prendre les décisions qui s'imposent. Et d'ailleurs, tel que ça se passe, tel que c'est parti, où coûte que coûte, ils veulent faire élection alors que les conditions ne sont pas réunies pour faire les élections, c'est qui a mal donne. Alors, il faut voir comment l'AG a été reporté. Une assemblée générale qui doit se tenir, élective, qui doit se tenir le samedi, et c'est la veille que un communiqué émanant de ce comité d'organisation fait le report. 0h44, précisément. 0h, qu'on fait un report. Après, on choisit en même temps la date, alors que le contentieux n'est pas vidé. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour vider le contentieux avant de prolonger une autre date? Ça veut dire qu'on sait consciemment qu'il faut entretenir la crise pour que dans la crise et que dans cette foulée de la crise, on puisse passer le cap et avoir une élection en sa faveur ou contre ça. Bon, ce n'est pas du tout bien. Donc, il va falloir que le comité d'organisation, qui est la cheville ouvrière de cette assemblée générale élective, puisse remonter la pente et mettre les pendules à l'heure. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y aura d'autres instances qui vont pouvoir intervenir pour rendre la paix à l'Union. Parce que l'Union n'est pas la propriété de X ou de Y, c'est une propriété commune à l'Union, et les États généraux qui ont contribué à mettre en place ces fêtières, on vise un objectif, c'est de défendre les intérêts de la profession, l'ennoblir et justement de donner une certaine autonomie et une professionnalisation aux professeurs des médias. Aujourd'hui, il y a des chantiers sur lesquels l'Union reste introuvable. La question de la convention collective, la question de sécurité des journalistes dans leur lieu de travail, la question de l'épanouissement des journalistes, de renforcement de capacités. Il y a autant de choses qui aujourd'hui sont passées sous cap. Et aujourd'hui, on nous révèle d'autres tares par rapport à l'organisation d'une élection qui devrait être justement un moment de faire un bilan et à partir de ce bilan-là, redonner, demander la confiance des professionnels ou si le bilan n'est pas bon, les professionnels sanctionnent. Ça, c'est un jeu démocratique qui permet à chacun de pouvoir donner son droit par rapport à un mandat. C'est que on vous porte. Et après le mandat, vous faites le bilan. Et si ceux qui vous ont porté continuent d'avoir confiance en vous, on vous le renouvelle pratiquement sans problème. Mais si le mandat n'est pas concluant, ils ont également ce droit pour pouvoir sanctionner et mettre une autre équipe en place. Donc c'est un jeu démocratique libre. Je ne vois pas pourquoi on se met à tripatouiller les choses pour pouvoir créer la zizanie dans la maison. Il va falloir que chaque responsable à son niveau impliqué dans l'organisation de cette assemblée générale puisse arrêter la saignée et que le calme revienne dans la maison. Reprendre les tests, agir dans le sens et l'esprit des tests et non l'interprétation des tests en sa faveur, parce que nous sommes très forts dedans en tant que professionnels des médias et ça, on s'est vite interprété pour trouver que ce test-là, voici ce que dit, comme on fait comme ça, voilà ce que ça donne. Il va falloir qu'on évite ça et que l'esprit des tests soit respecté pour que nous n'ayons pas des crises sans fin au niveau de l'Union. Il faut que l'Union soit vraiment gérée avec une certaine intelligence qui permette de lui redorer le blason et que le métier
des journalistes soit vraiment un métier noble et que les journalistes puissent travailler dans de bonnes conditions, qui réunissent les questions de sécurité, qui réunissent les questions de formation, qui réunissent les questions de défense de leurs droits et notamment les rémunérations, parce que c'est ça la question fondamentale. Au niveau des organes de presse privée, combien de délégués ou de représentants du personnel qui font véritablement le travail pour défendre les acquis de ces professionnels-là? Ça, la question reste posée. Il va falloir que ces questions basiques soient réglées. Si l'Union ne peut pas nous faire des bilans sur ces aspects de la question qui sont des aspects basiques sur lesquels on l'attend, alors pourquoi nous présenter justement cette salade qui nous constipe? Oui, Didier. Oui, je crois que je vais revenir un peu sur l'existence quand même, plutôt la complicité du comité d'organisation des élections, pour dire que lorsqu'un comité qui est censé jouer sur la neutralité arrive à porter un chapeau qui visiblement ne lui appartient pas, ça veut dire que c'est un comité qui est en train donc de nourrir la crise, qui alimente la crise. Et ce faisant, je crois que ce n'est pas bien séant. L'autre chose, nous avons tellement de problèmes au niveau de la presse que tout ce à quoi on est en train d'assister constitue un trop-plein pour moi. Parce que une élection, si vous avez une équipe en place, vous avez un bon bilan, vous n'avez pas besoin de tapage avant d'être réélu. Mais lorsque vous-même, au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas fait grand-chose. Non seulement cela, mais vous voulez remplir encore, et vous allez forcément faire preuve de forcing. Est-ce que c'est à cette situation c'est à cette situation qu'on est en train d'assister? Je ne le dis pas, mais je me pose des questions. La nouvelle équipe qui vient, certainement, elle a exploité les failles du bureau sortant pour pouvoir revenir avec beaucoup plus de force. Parce que l'équipe est en train de donner un certain nombre d'arguments sur lesquels le bureau sortant n'arrive pas à se défendre. À partir de ce moment, il y a mal donne. D'accord. L'autre chose, je voudrais qu'on se livre un peu à quelques exercices. L'UPMB, l'Union est-elle là pour défendre les intérêts des professionnels des médias en général, ou l'UPMB est là pour défendre les membres du bureau de l'Union? Si la deuxième question n'est pas l'idéal, donc la première revient quand même à rentrer dans les maisons de presse, à voir ce qui ne marche pas, à toucher, parce que vous savez très bien, on sait comment ça se passe dans les maisons de presse. Il y a certains stagiaires qui sont maltraités, il y a certains même professionnels des médias qui sont permanents et qui sont maltraités, les primes, je ne sais pas, je ne voudrais pas aborder, mais on sait comment ça se passe dans ces maisons-là. On sait comment on traite le professionnel dans l'exercice de sa fonction. Si l'UPMB... Et même sur le terrain. Et sur le terrain, je voudrais revenir sur le terrain, bien évidemment, parce que pour moi, on a beaucoup plus de difficultés sur le terrain. Lorsque vous allez à un reportage, souvent les difficultés sont rencontrées avec les hommes en uniforme. Le plus souvent des cas. Parce que vous avez beau avoir l'ordre de mission, mais si vous tombez sur une force de l'ordre, un homme en uniforme, qui est là juste pour vous bloquer, vous allez développer, vous allez présenter les documents. Mais, monsieur, quittez là. Je vous assure. On rencontre de ces genres de difficultés. C'est frustrant à la limite. Mais si l'UPMB pourrait nous donner la garantie de rencontrer l'hiérarchie policière ou au niveau des forces de défense et de sécurité, les rencontrer pour dire, lorsque vous voyez un membre de l'UPMB ou un professionnel de médias sur le terrain qui brandit tel document, s'il vous plaît, il est dans l'exercice de sa fonction, tout comme vous faites la vôtre, laissez-le, faites tranquillement ce pourquoi il est là. Si l'UPMB peut faire la démarche et communiquer autour, pour que ceux-là qui sont censés nous bloquer sur le terrain, eux-mêmes prennent la parole devant les caméras pour nous dire, ok, on prend hâte de ce que vous avez dit, et à partir de tel moment maintenant, ce serait désormais un partenariat entre les professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité ou la police et tous les autres corps. Je pense que ce sera un grand pas que l'Union aurait fait jusque-là. Mais en 5 ans, ou plutôt, durant tout ce mandat, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si une seule fois, on a vu une telle sortie de l'Union. Peut-être pas le passé, je ne sais pas, mais je parle de l'équipe qui est en place. Je ne le dis pas pour faire mal, non. Je le dis, je prends seulement les éléments qui sont à ma disposition pour pouvoir faire l'analyse. Donc, si désormais l'Union,
ce qui est sûr, il y aura élection. On ne le veuille ou pas, il y aura une nouvelle élection. L'équipe qui sera là, que ce soit l'ancienne, que ce soit la nouvelle, c'est plutôt sur ces genres de choses-là qui doivent batailler, qui doivent se battre pour montrer aux autres que vraiment ils sont en train de nous défendre. Parce que les professeurs de médias, ce n'est pas seulement les journalistes radio, télé. Il y a le photojournaliste qui est là, il y a la presse écrite, et il y a tous ceux-là qui sont autour de la profession. Donc je crois réellement qu'il y a encore autre chose que ce que les gens nous proposent. Oui, Innocent, reporté suite à une plainte déposée au commissariat central de Cotonou par les membres du camp Josué Merounou pour risque de trouble à l'ordre public. On a vu les artisans faire leur élection il y a moins de mois. Est-ce qu'on devrait en arriver là? Oui, on n'est pas obligé, mais vous savez, c'est la crise, c'est le développement de la crise qui va jusqu'à ce niveau-là. Je pense que le problème est que si forcément il n'y a pas de fissures dans le mur, les lézards ne peuvent pas s'y aventurer. Parce que l'instance festière a laissé tellement de fissures que la police est obligée d'intervenir pour pouvoir ramener la discipline et la paix dans la maison. Cette plainte qui est d'ailleurs faite à l'ordre public parce que les deux camps ne s'entendant pas et que vous savez aujourd'hui maintenant il y a une attention soutenue par rapport à tout ce qui se passe et qu'il y a des lois qui interdisent en fait, les manifestations violentes tous azimuts qui ont tendance à porter atteinte à la paix ou en tout cas à la cohésion sociale. On n'était pas obligé d'arriver là, mais parce que les acteurs qui sont impliqués l'ont voulu que cela se fasse ainsi. Et je pense que très tôt, il va falloir que peut-être le ministre ou le ministère de tutelle puisse siffler la fin de la récréation. Quand Didier parlait au fait des problèmes qui minent cette corporation-là ou notre corporation-là, c'est tout à fait évident parce que d'abord il y a le problème de sécurité qui doit être rapidement résolu. Il y a aussi le problème de révalorisation de salaire et autres là qui doivent, ce problème qui doit rester une préoccupation pour le PMB, en tout cas pour le Bureau exécutif national. Et je me demande maintenant quel bilan en fait, la 6e mandature a pu présenter. Parce que le fait qu'on entretient cette crise-là, ça ne permet pas à nous autres observateurs ou aux partisans ou bien à ceux-là qui ont le droit de participer au processus électoral, de comprendre la gestion qui a été faite au fait du pouvoir qui est délégué au bureau exécutif. Je pense qu'il y a tellement de préoccupations aujourd'hui qui doivent amener le bureau exécutif sortant à faire table rase et a fait, je le peux dire, jeu ouvert parce qu'une élection exclusive ne profite pas. Même le camp actuel ou bien le camp qui est là et qui essaie de manigancer avec le comité d'organisation, je pense que ça ne va pas le profiter parce que d'une manière ou d'une autre, ce camp-là est appelé à gérer peut-être pour un temps donné ou pour une période donnée encore les affaires. Et quand vous êtes dans une maison et il y a des dissensions, il y a des querelles intestines, ça va forcément rejaillir sur la gestion. Donc, on a intérêt à ce que tout soit mis au clair parce que nous avons vu les artisans, ils ont réussi brillamment leur élection. Et qui parlent de journalisme, parlent d'artisans, c'est autant de corporations qui crée une valeur ajoutée au développement de notre pays. Donc, la paix doit forcément revenir pour que ces gens de situations qui appellent la police même à intervenir pour rétablir l'ordre puissent être rapidement jetés. En tout cas, soit ces situations-là soient éteintes, cette crise-là soit rapidement éteinte. Donc, le bureau sortant a intérêt à bien organiser les choses parce que quand il va gérer mal,
On peut enclencher peut-être des procédures pénales pour vice de procédure ou peut-être pour mauvaise gestion. Et c'est peut-être que la mauvaise gestion est tellement criarde qu'on ne veut pas que les jeux soient clairs, que les règles du jeu soient claires pour que le nouveau bureau, ou bien que le bureau sortant puisse prendre les rênes de cette instance fêtière-là. Donc, on a intérêt, nous avons tous intérêt à travailler la main dans la main pour pouvoir traverser cette situation qui est défavorable à nous tous. Et nous allons faire un tour de table avec cette dernière question sur le sujet. Ceci, voyez-vous l'AG se tenir vraiment le 1er septembre prochain? Non, comme je l'ai dit, c'est une conséquence logique de ce que je viens de développer tout à l'heure. Donc, tant que la crise n'est pas réglée et que la question de la liste électorale n'est pas apurée et vraiment une liste électorale transparente, comme les politiciens aiment le dire, je pense que le problème va toujours perdurer pour que les différents camps, tant qu'ils n'auront pas des électeurs ou si je suis électeur que je ne retrouve pas mon nom sur la liste, je vais pouvoir grogner. Il va falloir qu'ils puissent sursoir, ça c'est un conseil, hein, ils puissent sursoir justement à cet AG du premier et repenser la question et donner justement libre cours à tous ceux qui doivent participer aux élections de le faire et ensuite relancer la machine selon les tests de l'Union. Donc revenir aux tests de l'Union et agir dans l'esprit des tests reste l'issue de sortie favorable pour que cette crise-là puisse être gérée et régulée. Sans quoi, on aura une date, il y aura forcément des recours, il y aura la police, ils vont saisir le tribunal, ainsi de suite. Donc ça va aller de rebond en rebond et ce n'est pas bien pour l'image de la corporation. Donc j'invite les uns et les autres à revenir en arrière, de regarder, de retourner le projecteur vers eux-mêmes pour ennoblir la profession, donc revenir aux tests, aux fondamentaux pour que l'organisation de l'élection soit vraiment une fête et que non, justement, une partie de coups de poing en l'air. Didier, une liste consensuelle pour la prochaine date peut-être? Avant qu'on assiste à une élection, il faut évacuer tout ce qu'il y a comme crise. Tant que cela ne sera pas fait, c'est que ce n'est pas évident que les élections se tiennent. Et pour réussir, je crois qu'il faut faire appel déjà à l'autorité de régulation. Je veux parler de la RAC, qui pour l'instant doit pouvoir rappeler à l'ordre les deux camps qui sont actuellement en conflit et que priorité soit donnée à l'application des tests. Lorsqu'on va donner priorité à l'application des tests, chacun sera dans l'obligation donc parce que c'est la seule chose qui peut permettre aux deux camps de parler le même langage. Lorsqu'on passe à l'application des tests, les deux camps vont forcément parler le même langage et ça va favoriser l'avancement au niveau de l'organisation. Une fois que cela est fait, je crois qu'on pourra avoir droit à l'organisation des élections, que l'ancienne équipe ou la nouvelle, n'importe laquelle des équipes, je crois que les élections doivent se tenir à bonne date, puisque de report en report, ce ne serait plus bien pour l'image même des professionnels des médias que nous sommes. Oui, Winner. Oui, je pense que pour l'organisation effective en fait, de cette élection-là puisse être, en tout cas, chose faite ou chose effective, il faut se référer d'abord à un certain nombre de doléances qui ont été exprimées par le coordonnateur Dieudonné Kata Koula, oui, qui coordonne en fait le mouvement, ou je peux dire... Coalition, oui, la coalition, justement, la coalition Dynamisons l'Union. Il disait que ce report est un mépris d'un certain nombre de tests, au nombre desquels on peut citer les articles 2, 6, 7 et 67 du règlement intérieur. Donc, pour conjuguer au passé cette crise, il faut peut-être il faut explorer en fait les tests qui régissent l'organisation de cette élection. Et surtout, je voudrais attirer l'attention sur le fait que si le comité d'organisation des élections est choisi par le bureau sortant, il doit forcément avoir un point de transparence, un point de neutralité. Maintenant, peut-être s'il y a une structure neutre, ou comme il parle de la RAC, où le ministère de tutelle peut et prioritairement envoyer des émissaires qui se chargeront d'organiser les élections.
juste pour que la crise soit peut-être réglée après l'installation du nouveau bureau, parce qu'il faut forcément passer à autre chose. On ne va pas se focaliser sur cette crise-là, sinon elle va forcément agir sur l'agenda, sur le calendrier des activités. Donc il va falloir que ces articles-là soient revus et que ces articles-là soient exploités objectivement pour que tout aille bien. Des journalistes, nous parlons maintenant des partis politiques. Après la fusion de deux partis de la majorité présidentielle la semaine écoulée, voici le rapprochement entre deux autres, mais cette fois-ci de l'opposition, le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE du chef de file de l'opposition Paul Hunkwe, on passe de fusionner, si on peut le dire ainsi, avec celui de Irénée Agossa, président de Restaurer la confiance RLC, tous deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de mai 2021. Le vendredi dernier, les deux hommes se sont rencontrés au siège de campagne de RLC pour annoncer la mise en commun de leur parti et confirmer leur participation au prochain scrutin législatif. Didier, avec ce fait, est-ce qu'on pourrait dire que l'opposition se réveille? Bon, si on doit dire que l'opposition se réveille, je dirais que c'est un réveil tardé pour moi. C'est un réveil tardé parce que lorsqu'on parle de RLC de Irénée Agossa, avec le parti, la FCBE de Paul Hunkwe, pour moi, je préfère encore que les forces Cori pour un Bénin émergent quand même volent seules pour savoir réellement ce qu'elles valent. Sinon, associer le parti de Irénée Agossa, restaurer la confiance, franchement, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que vaut aujourd'hui le parti de Irénée Agossa sur l'échiquier politique de notre pays? Le parti vaut quoi? Vous voulez me parler de quoi? On sait comment on a organisé les récentes élections en 2021, je crois bien. Oui, 2021. On sait comment on a organisé les élections. Avec le passage d'un parti à un autre, suivi de la présentation aux élections de Irénée Agossa. Le résultat, aujourd'hui, je crois que c'est disponible à la Sénat. C'est pourquoi je demande ce que vaut le parti aujourd'hui sur le plan politique. Je ne parle pas de la personne de Irénée Agossa. Je parle du parti Restaurer la confiance. Que vaut ce parti-là? Je ne sais visiblement pas l'apport que ce parti pourra faire aux forces Cori pour un Bénin émergent. Cependant, nous sommes sur un plan politique. Et en politique, même votre pire ennemi peut devenir votre ami du jour au lendemain, pourvu que les intérêts soient communs. Si c'est le cas, alors bienvenue à ce nouveau mariage, puisqu'on est à l'époque des mariages où tous les époux et toutes les épouses se font belles, ou du moins chacun va avec les moyens qu'il a dans l'histoire de séduire l'autre pour que le mariage ait lieu. En fait, le mariage en soi n'est pas mauvais, mais c'est les résultats. Parce que si ce mariage doit tenir juste le temps qu'on aille aux élections et que chacun ait sa part, parce que celui qui parle d'élections parle aussi des mannes financières. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, puisque pour organiser des élections et réussir les élections, il faut forcément avoir une carotte. Si c'est ça que chacun vise, pourvu qu'on ait notre part et le reste, ça se fera. Je crois que pour moi, ce n'est pas... Ça n'augure pas quand même un bon avenir pour les deux là. Mais je mentionne encore que nous sommes sur le plan politique, donc forcément, avant que ceux-ci ne communiquent autour de cette union, de ce nouveau mariage qui pointe à l'horizon, c'est qu'il y a des préalables. S'il y a eu des préalables et que Paul Hunkwe, le chef de file de l'opposition, se sent en confiance aux côtés de Irénée Agossa, alors il endosse ainsi la responsabilité. Parce que depuis les élections, Irénée Agossa n'était pas allé aux élections seul. On avait parlé de duo. Où se trouve le second depuis les élections? Au point où Irénée Agossa seul aujourd'hui se présente auprès de Paul Hunkwe. Si c'était un parti vraiment sérieux et que le duo était
celui qui devrait être, auquel on a assisté juste après les élections, c'est que l'acte que le président de Restaurer la confiance est en train de poser, son colistier forcément devrait l'accompagner pour donner encore une très belle image du parti. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ça peut ne pas être l'analyse de quelqu'un d'autre, mais je me dis, lorsqu'on est ensemble pour marcher, chacun à sa part, mais on met tout ensemble pour pouvoir y aller. Et la présence aux côtés des forces Cori pour Bénin Imagé, moi particulièrement, je continue de dire que ça ne me dit pas grand-chose, c'est un non-événement. Oui, Innocent, la seule possibilité, selon le code électoral, étant la fusion, pensez-vous que ce processus enclenché pourrait aller à son terme? Avant de répondre à la question, je dois dire que pour moi, c'est un événement. C'est un événement dans la mesure où, en politique, c'est l'addition et la multiplication. Deux partis de l'opposition qui ont osé braver tous les différends qui les opposent, toutes les sensibilités, toutes les tendances idéologiques pour se réunir. Je pense que c'est un événement qu'il faut saluer. Alors, quand vous parlez justement de fusion, nous pouvons dire que la fusion n'est pas encore hâtée. À l'instar de celle entre l'UP et le PRD qui a donné naissance à un nouveau bébé, de l'UP le renouveau. Pour le moment, les conclusions, les négociations sont en cours entre le chef de file de l'opposition qui est incarné par Paul Honquet et le chef en tout cas, le président du parti RSC Restaurer la confiance en tout cas, Irénée Agossa. Et donc, c'est un acte salutaire parce qu'il a été dit même sur les plateaux ici qu'on ne peut pas réaliser, on ne peut pas arriver à conquérir le perchoir, à conquérir l'électorat sans avoir une assise nationale, sans avoir une couverture nationale. Et pour arriver à cet objectif-là, il était important, vu un impératif de s'unir, ils vont avoir constitué les grands ensembles. Je voudrais réellement que les négociations soient franches et que les négociations ne terminent pas à queue de poisson, comme ce fut le cas entre l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et le bloc républicain du ministre Biotchani. Alors donc, déjà, j'applaudis que c'est un événement. Pour moi, c'est un événement. Et j'attends aussi d'autres partis de l'opposition comme les démocrates. Et pourquoi pas aussi restaurer l'espoir de Candide Azanaï, qu'ils se mettent ensemble. Parce que l'objectif, en 2023, au soir des élections, que la minorité, l'opposition puisse aussi avoir des représentants pour que le débat soit valorisé. Pas des débats houleux, mais des débats valorisés, qui ait une certaine diversité des opinions. C'est vrai, certes, la mouvance partira avec beaucoup plus d'avantages sur le terrain, déjà que même Maître Diogbenou ne s'est pas contenté de cette fusion avec le PRD, en train de faire aussi la cour déjà à Valentin Didi Roudé. Donc, c'est un processus qui ne va pas finir. Et déjà que nous prions, nous voudrons, j'appelle en tout cas de tous mes voeux, que ces négociations puissent aboutir et que d'autres partis comme les démocrates puissent s'associer pour pouvoir conquérir véritablement le cœur, en tout cas pour avoir une couverture nationale et au soir de janvier 2023, en tout cas après les élections, que les partis de l'opposition puissent aussi avoir une certaine représentativité sur le plan national. Ceci, on parle de fusion, qui est-ce qui pourra laisser ses intérêts et fondre dans l'autre? Évidemment, sur cette question-là, je continue de m'interroger parce que j'ai bien entendu le président de Restaurer la confiance qui dit oui, ils vont vers un mariage, mais après les élections, chacun retrouve encore ses lettres de noblesse. Donc, je me dis, c'est un marché de dupes qui s'annonce tout de suite là, ou c'est quoi? Parce que je ne comprends pas. Et c'est là où l'annonce me laisse dubitatif par rapport au résultat que nous allons obtenir. J'avais la faiblesse de croire
en ce que le porte-parole de la FCBE gageait du fait que, bon, ils doivent aller aux élections avec les quelques membres de l'opposition responsables, ça ce sont ces mots. Et nous avions déploré aussi le fait que l'initiative du chef de file de l'opposition pour pouvoir rassembler tous les partis de l'opposition est vouée à l'échec parce que les démocrates justement se sont désolidarisés de la chose. Mais les démocrates se désolidarisent de la chose, mais et les autres membres de trucs là aussi ne font pas avec la FCBE, donc du coup il y a problème. Alors que de ce problème là aujourd'hui, restaurer la confiance sort pour prêter main forte à la FCBE et que dans les discussions ou que dans les annonces publiques, on dit que ce n'est pas chose, que c'est pour aller juste aux élections et qu'après chacun reprend. Alors, où est l'esprit de la charte des partis politiques en vogue qui énonce les grands rassemblements? Donc, je me dis, ou alors, ils sont convaincus que ne voulant pas faire la politique de la chaise vide, ils vont faire juste des simagrées pour se retrouver aux élections et que si ça donne quelque chose, on s'en tient à ça. Mais si après, on a les élections et qu'ils vont à l'Assemblée, ils vont porter quelle bannière? Les députés qui seront issus de cette alliance-là vont porter quelle bannière? Non, on n'est pas là, on est dans les grands rassemblements. Et en politique, on est dans la loi de l'addition. Alors, il faut vraiment que ça soit une addition et non une addition-soustraction. Et c'est justement vers ça que cela nous amène. Et on risque de dire que c'est encore de la cacophonie qui se présente à l'horizon si on veut être sérieux dans une certaine analyse par rapport aux allégations de ces acteurs même qui veulent aller en fusion pour aller. Alors, est-ce que véritablement c'est une fusion où il faut qu'ils nous donnent vraiment l'assurance dans les jours à venir pour que nous puissions vraiment être sûrs et convaincus que vraiment l'opposition a pris vraiment de bonnes marques pour pouvoir affronter les élections prochaines, parce que sans ça, ça va être vraiment une cacophonie. Je suis heureux de voir également les démocrates faire des annonces de fonds publics pour pouvoir aller aux élections. C'est de bonne guerre, donc chacun n'a qu'à pouvoir se mettre en ligne pour aller. Et ils prétestent qu'ils n'ont pas le financement des partis, donc du coup, ils n'ont pas le financement public, donc du coup, ils appellent aux populations. Et l'apport du chef de l'État, c'est via quoi? L'apport de l'État. Donc, quel que soit Alpha, il va falloir que cette opposition se réveille. Ce n'est pas ce à quoi nous attendions. Donc, du coup, il faut qu'ils revoient vraiment leur copie et prennent la mesure des choses. Mais, il y a le facteur temps qui joue contre eux et ils n'ont qu'à vraiment prendre leur mal pour avancer. Et je ne sais pas si ils font cette fusion-là et ils envoient une liste. La liste va porter quel nom? La liste va porter quel logo? Et alors, et comment ça va être validé à la Sénat? C'est autant d'interrogations que nous nous posons et qui nous laissent vraiment pantois par rapport à cette annonce-là. Et nous voudrions bien qu'ils puissent vraiment nous donner beaucoup plus d'assurance dans les jours à venir. Oui, l'opposition est en retard. Honnêtement, l'opposition est en retard parce que vous avez vu la pression que l'Union progressiste a eue avec le PRD. C'est-à-dire, tout est allé vite. Ça montre réellement qu'avant donc qu'ils n'exposent ce mariage, il y a un travail qui a été fait. Au point où on a connu une avancée dans ce travail-là, chacun de son côté. Mais ceux-là aussi, on dit que ce n'est pas un projet qui a commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis, si j'en prends. Je ne sais pas si vous et moi sommes sur ce plateau et on a écouté un peu les déclarations de M. C'était ici déjà à la première sortie, donc les premières déclarations. On nous dit que c'est un mariage de circonstances. Donc juste après les élections, la nouvelle épouse prend ses clics et claques et s'en va. Quel homme veut se marier pour 2 jours ou 3 jours? Je crois que s'il n'y a pas un minimum d'amour, on ne peut pas parler de mariage. S'il n'y a pas un minimum de sérieux. Lorsque je veux prendre, parce que les forces courrières, Paul Humpert, en la personne du chef de file de position, a déjà une première épouse qui s'appelle la force, la FCBE. La deuxième épouse qui vient, si cette épouse ne veut rien lui apporter, pourquoi faire un deuxième mariage? Pour moi, c'est ce que je vois les choses. J'analyse terre à terre pour que même le citoyen Nanda qui n'est pas trop loin d'ici puisse comprendre ce qu'on dit ici. L'autre chose, c'est-à-dire que
je le mentionne, l'opposition est en retard. Parce que il y aura un problème de logo. 2 interrogations posées par celle-ci sur le plateau. Sur quelle base ils vont fonctionner? Le logo va porter quoi? On sait déjà que c'est FCBE. De l'autre côté, c'est RLC. Comment l'union va se faire? Qu'on nous sorte un logo. Ou bien restaurer la confiance va totalement se fondre au sein de Force Cori pour pouvoir porter ainsi la casquette. Voilà autant d'interrogations sur lesquelles les 2 parties n'ont pas encore développé le sujet. Peut-être qu'ils veulent faire comme l'UP et le PAD, ajouter un petit... Je suppose que c'est FCBE, RLC ou bien FCBE, RC. Franchement, je crois que l'opposition est en retard. Et il ne faut pas que peut-être à 2 mois des élections, que cette même opposition revienne sur les plateaux pour, à tambour battant, pour montrer que oui, le gouvernement a fait ci, le gouvernement a fait ça. Non. Le temps maintenant est pour les préparations. Les préparations, notamment au niveau de l'organisation au sein des 2 partis, puisqu'on parle de l'union au sein des 2 partis, et en même temps être en règle vis-à-vis des tests. Puisque la démarche entre... N'oublions pas que c'est les partis d'opposition. Et souvent, ça ne passe pas toujours comme une lettre à la poste entre les partis d'opposition au niveau du ministère de l'Intérieur. On sait par le passé tout ce qui a été dit. D'accord? Donc, si l'opposition arrive à avoir l'avantage du temps, c'est que facilement, ils peuvent avoir tous les arguments pour pouvoir dénoncer certaines situations qui se seraient posées à elles. Malheureusement, s'ils prennent tout le temps pour faire... Moi, je ne peux plus appeler ça la mariage, c'est peut-être un concubinage entre les 2 là. En attendant, il faut qu'ils se prennent au sérieux. Le doyen l'a dit tout à l'heure, par rapport aux démocrates. Moi, je crois que c'est un péché pour que les forces d'opposition n'aillent pas en union. C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On sait ceux-là qui sont les meneurs au niveau des démocrates. On connaît Paul Houkwé au niveau des forces Cori. Irénée Agossa est venu et les autres partis également. Je vous assure, s'ils se mettent ensemble, ils vont secouer la mouvance présidentielle. Mais voilà qu'ils y vont en rang dispersé. Lorsque vous y allez en rang dispersé, les énergies également sont dispersées. Alors qu'il y a 2 grands partis de l'autre côté encore qui vous attendent. Donc ce n'est pas évident que l'opposition puisse en sortir. Mais, puisqu'ils ont étudié, ce sont des politiciens, ils savent ce qu'ils veulent. On va attendre pour voir réellement ce qu'ils vont nous proposer du moment où on est déjà à moins de 4 mois des élections. Et Innocent déjà, Irénée Agossa a affirmé que les 2 partis ont donné leur accord et que l'esprit pour eux, ce n'est plus de participer aux élections, mais de gagner ces élections-là et avoir une majorité au Parlement. Mais en tant que candidat à une élection, on ne peut pas dire qu'on y va pour échouer. Et même une équipe de football aussi petite ou aussi modeste qu'elle soit ne peut jamais miser sur sa propre défaite. Sinon, ce serait tout simplement... Ça peut arriver. Tout simplement vouloir une chose et son contraire. Je pense d'abord avec la déclaration qui a été faite. Soit c'est une mauvaise communication que le président de RLC a faite, ou peut-être c'est une communication astucieuse pour pouvoir détourner les regards des observateurs. Parce que souvent ça se passe même dans le monde du foot, le monde du sport. On se dit, bon, nous allons... à un match, nous avons 3 ou 4 joueurs stars qui sont à l'infirmerie, mais on va essayer de gérer. C'est après le jour-là, on voit ces joueurs-là qui sont positionnés comme joker. Donc, et que vous savez, la déclaration a été faite au siège de RLC. Donc, forcément, ce sont les forces Cori, en tout cas Paul Houkwé, qui est dans la démarche de faire venir en fait, RLC progressivement selon le calendrier ou selon le cahier de charge qui lui a été confié. Je reste tout à fait optimiste que les négociations vont aboutir et qu'ils iront aux élections. Peut-être les 2 partis ou d'autres partis d'opposition peuvent s'y ajouter et pour pouvoir gagner. Mais gagner, ce n'est pas un vain mot. Il faut avoir les armes, il faut affûter les armes. Et comme Didier le dit, le timing n'est pas du tout en leur faveur. Parce que
C'est vrai, avec le PRD et l'UP, en 2 mois, ils ont finalisé. Mais il faut insister sur le fait qu'il y avait une partie, qui avait donné carte blanche à l'autre partie de gérer tout et de finaliser. Et cette partie-là qui a laissé l'autre, c'est-à-dire, je veux parler de PRD, le leader charismatique qui disait, bon, je vous fais confiance, vous pouvez évoluer. Donc forcément, pour gagner du temps, il va falloir que RST donne carte blanche à la FCBE pour mener les négociations finalisées et les accords pour que ce nouveau parti naisse. Mais déjà, quand on dit on participe pour gagner, est-ce que ce n'est pas du leurre, est-ce que ce n'est pas du bluff? C'est dans l'opérationnalisation, c'est dans leur campagne, et c'est dans les fonds dont ils disposent. Parce que tout à l'heure, quand M. Cessi parlait, je disais au fait que l'État a alloué des subventions aux partis. Certes, il n'y avait pas, c'était la FCBE, et à la FCBE, les démocrates n'étaient pas. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire des fonds, lancent des fonds publics pour pouvoir financer leur campagne. Donc, vous l'avez déjà clamé très tôt qu'on y va pour la victoire. Pour moi, c'est de l'heure et il va falloir que sur le terrain, qu'ils puissent vraiment mouiller le maillot parce que le combat sera vraiment de taille et les partis en présence ne vont pas se faire cadeau du fait que de l'autre côté de la mouvance a déjà commencé par affûter ses âmes. Et il faut aussi que RLC puisse épouser réellement la philosophie des forces Corée pour un Bénin émergent et que d'autres partis de l'opposition s'y ajoutent parce qu'aller en rang dispersé, ça ne confirmera pas la victoire, ça ne va pas le permettre de gagner. Et donc, il faut que le processus ne s'arrête pas uniquement au niveau de restaurer la confiance, que ça aille au niveau de restaurer l'espoir. La FCDB, je pense qu'il y a aussi FCDB aussi qui est un parti d'opposition. Il doit pouvoir se mettre ensemble. Mais il est constaté aussi que c'est une contagion dans la sous-région. Les forces de l'opposition n'arrivent pas à trouver véritablement un terrain d'entente. Ce n'est pas seulement inhérent au contexte politique béninois, c'est un fléau qui est en train de ravager les partis d'opposition de la sous-région et que vous savez, la mouvance a tous les moyens qu'il faut pour parvenir à ses fins. L'opposition qui est restée déstructurée, séparée ou divisée pour des raisons ou pour d'autres montre forcément que les idéaux ne sont pas toujours partagés, les objectifs ne sont pas toujours uniques. Et comme ça, je pense que c'est défavorable pour l'opposition, c'est défavorable pour aussi la démocratie, parce que moi, j'avais salué de tout mon vœu, j'avais salué véritablement cette initiative de pouvoir créer un parti de l'opposition très fort pour aller conquérir le perchoir. Et donc, c'est un mot pour boucler ce débat. Je pense qu'il faut bien revoir le visage de l'opposition dans notre pays. Le visage de l'opposition se cristallise en 2 camps. Il y a les démocrates, il y a la FCBE. Enfin, les démocrates qui sont issus de la dislocation de FCBE qui est restée aujourd'hui. C'était les forces, parce que c'est une alliance de partis. Aujourd'hui, c'est devenu la force. Alors, FCBE. Et de l'autre côté, nous avons les démocrates. C'est les 2 blocs-là qui sont cristallisés et on peut peut-être laisser libre choix aux autres partis satellites qui peuvent graviter autour de ces 2 blocs pour aller aux élections. Laissons-leur la chance de se retrouver, de retrouver leur marque pour pouvoir compétir convenablement. Mais ils doivent savoir qu'ils ont un allié qui ne leur est pas favorable, c'est le chrono, c'est le temps. Donc ils doivent vraiment cravacher dur pour pouvoir aller aux élections et permettre justement une configuration plurielle et multipartite au niveau de notre Assemblée au soir du 8 janvier 2023. Merci à vous, Cessi Toloukouin. Je rappelle, vous êtes administrateur culturel, Didier Renaud, journaliste, et Innocent Godonou, journaliste. Avec vous, nous avons parlé de la situation qui prévaut à l'UPMB. Nous avons aussi abordé le rapprochement entre FCBE et RLC. Le grand soir n'est pas encore terminé. Nous reviendrons sur ce plateau avec le consultant politique Agapit Napoléon Baforican pour parler UDBN. À tout de suite.